merci du coup pour cette présentation. Encore merci d'être présent pour le forum et plus particulièrement pour les talks en après-midi. Alors du coup, oui, je ne suis pas Gwendoline pour les personnes qui viennent d'arriver, mais Lina Estelle-Louis et je travaille sur la charge mentale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la gamification, nommée également ludification en français, mais là aujourd'hui, on va parler vraiment de gamification sur la charge mentale, mais également sur l'engagement des individus pour réaliser une activité comme un jeu vidéo. Tout d'abord, même si on m'a déjà présenté, j'ai réalisé une licence de psychologie il y a quelques années, puis un master en ergonomie des interactions humain-machine, donc IHM. Et actuellement, je suis vraiment à la toute fin de ma thèse. Je soutiens dans 11 jours. Donc, il y aura une partie. Merci. Merci beaucoup. Et donc, du coup, le sujet de ma thèse, principalement, je travaille sur la charge mentale lors de tâches cognitives. On va voir plus particulièrement qu'est-ce que c'est, mais on a tous joué un jour à une tâche cognitive. Alors, tout d'abord, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme, la charge mentale, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux ou alors dans la recherche, dans des articles? Alors, je vous écoute, peut-être des mots-clés sur ce que vous avez pu voir sur ce concept-là. La parole est à vous. Sexisme, travail, oui. D'accord. Donc c'est bien, on a plein de thématiques différentes, oui. Oui, ah oui, là c'est vraiment très recherche. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres contextes? Donc là c'était plus ce qui est lié aux discriminations, le travail, le côté très recherche. Est-ce que vous avez d'autres mots-clés sur la charge mentale peut-être? Comment? Le ménage, donc là on revient sur les discriminations sexistes, le stress, d'accord. Déjà on a plein de mots qui définissent plus ou moins la charge mentale. La charge mentale c'est le nombre de ressources mentales qu'on met pour réaliser une activité qui a des critères de performance. Donc du coup c'est le coût mental engendré lorsqu'on réalise une activité. Donc, ce que vous avez dit, donc une des thématiques, c'est vraiment le côté charge mentale dans le milieu personnel. Donc, tout ce qui est lié au sexisme, au ménage, comme on l'a vu. Donc, il y a juste une chose, c'est que la charge mentale, elle est devenue très populaire. Ce concept-là a émergé il y a quelques années, mais ça existe depuis de nombreuses années dans le milieu scientifique. Ça a souvent été étudié dans le milieu professionnel, donc vraiment dans le milieu du travail. Ça a été popularisé vraiment dans les discriminations liées au genre, donc notamment liées aux tâches ménagères. Alors, il y a juste un tout petit abus de langage dans le discours courant. On parle de charge mentale au lieu de surcharge mentale en général. La charge mentale, il n'y a rien de négatif parce que lorsque je réalise une activité, à chaque fois, j'ai un coût mental généré par cette activité. Donc la charge mentale en soi, malgré la terminologie, il n'y a absolument rien de négatif. À savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents niveaux de charge mentale. Il y a la sous-charge mentale, donc vraiment quand je m'ennuie dans une situation professionnelle, à savoir que la sous-charge mentale et la surcharge mentale sont tout aussi délétères. Il y a eu des études qui ont comparé l'impact de la surcharge mentale, donc le fait que j'ai beaucoup trop de critères de performance à traiter par rapport à mes ressources mentales. C'était aussi un mot qui est revenu tout à l'heure quand je vous ai dit ce que c'était la charge mentale. Donc la sous-charge mentale, quand je m'ennuie, quand mes ressources mentales ne sont pas assez sollicitées pour réaliser une activité, c'est tout aussi délétère que une situation qui génère de la surcharge mentale. Et la charge mentale, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de négatif. Par exemple, je peux être dans une charge mentale dite optimale, où lorsque je réalise une activité, mes performances, elles sont au niveau le plus haut, et je n'ai pas d'impact sur mon stress, par exemple. Donc c'est vraiment, le stress, ça découle d'une charge mentale qui peut être beaucoup trop élevée. Donc c'est vraiment des concepts qui sont proches, mais qui sont quand même très distincts, et il y a un qui découle du coup de la charge mentale. Donc voilà, la charge mentale, ce qui est très important, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Quand je réalise une activité, j'ai un coût mental, c'est normal. Là, par exemple, vous êtes dans une tâche d'écoute, et j'espère que vous n'êtes pas dans les niveaux extrêmes, et vraiment dans une zone dite de confort, donc la charge mentale optimale. Pour revenir sur une définition scientifique proposée il y a quelques mois par Longo et collaborateurs, la charge mentale, c'est le niveau d'activation, donc des ressources mentales qu'on a,
pour répondre aux exigences de performance d'une activité. Cette activité, ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une activité et à chaque fois, il y a un coût mental. On va prendre des ressources mentales. Par exemple, là, on est plus dans des ressources liées à l'attention, donc l'attention auditive, ça peut être aussi l'attention visuelle. Donc, on a un certain nombre de ressources qui sont limitées. Donc là, on revient vraiment sur tout ce qui est lié à la psychologie cognitive, le fait qu'on ait un traitement de l'attention et des ressources qui sont limitées. Donc c'est pour ça que ça va générer plus ou moins de charge mentale par rapport aussi à qui on est. Donc il y a vraiment des différences inter-individuelles par rapport à notre expertise, à notre âge, mais aussi à notre genre, du coup. Par rapport à la sphère professionnelle, donc ça a été cité tout à l'heure, il y a l'épuisement professionnel, donc couramment nommé burn-out en anglais. Donc c'est vraiment une accumulation de surcharge mentale dans le temps. Dans la sphère professionnelle aussi, on observe l'inverse, le bore-out, où là, nos capacités, nos ressources mentales sont sous-exploitées. Donc j'ai un certain niveau, par exemple, d'expertise, mais mes ressources mentales ne sont pas assez sollicitées pour répondre à cette activité. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment la charge mentale dans le jeu vidéo, notamment. Je voulais vous poser peut-être une question. À votre avis, comment la gamification, donc vraiment le fait d'avoir des éléments de jeu vidéo dans une activité, peut impacter la charge mentale, à votre avis? Oui. La réussite, d'accord. Oui. Le multitâche, c'est-à-dire? D'accord, ok. Donc vraiment le multitasking au cours d'une activité gamifiée. Ok. Donc la gamification augmenterait le plaisir et la satisfaction. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est dans quel sens du coup comment ça impacte le multitasking? Est-ce que ça augmente la charge mentale? Est-ce que ça la diminue selon vous? Ça l'augmente, ok. Enfin, c'est une hypothèse, hein. Pourquoi pas? Enfin, une idée. Oui. Ça augmenterait. Ah, je vous entends pas trop bien. Oui, donc le fait qu'il y ait plus de stimulation dans le jeu, ça augmenterait la charge mentale ou ça la décharge mentale? Ok, donc ça diminue la charge mentale, le fait qu'il y ait de la gamification. Ok, non mais c'est une hypothèse, hein. De toute façon en recherche on fait que des hypothèses. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses peut-être de comment... Oui. Hmm. Ok, c'est intéressant. Donc le fait que la gamification diminuerait la charge mentale par rapport au... Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière hypothèse et ensuite on... Oui. Par rapport à... Oui, d'accord. Ok. Ok, c'est intéressant. Et du coup, ensuite, on passe à nos hypothèses de recherche qui ne sont pas meilleures, hein, mais c'est juste des hypothèses. Donc du coup, la gamification augmenterait la charge mentale ou elle la diminuerait par... Augmenter, d'accord. Bah, c'est super parce qu'on a vraiment un panel d'hypothèses assez diversifié. Donc peut-être la gamification peut augmenter la charge mentale par rapport au fait qu'il y ait des informations supplémentaires, ou alors la diminuerait parce que du coup le fait que les personnes soient plus engagées, le fait que je joue à un jeu, du coup je suis peut-être un peu plus engagée. Donc du coup je vais juste vous proposer donc une étude qu'on a réalisée avec mon équipe. Donc comme vu tout à l'heure, je suis vraiment au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des chercheurs, donc à l'Université de Nantes, mais également au sein d'une entreprise qui s'appelle OnePoint, où je réalise du coup une thèse CIFRE, donc financée par une entreprise. Par rapport à cette question-là, on a
eu plusieurs hypothèses. Tout d'abord, on s'est dit que la gamification, c'est vraiment le fait d'ajouter des éléments de jeu dans une situation qui, de base, n'est pas forcément un jeu vidéo à proprement parler. Donc, les jeux vidéo s'appuient sur des techniques de gamification. Donc, par exemple, le système de récompense, le fait de jouer sur des couleurs, le fait que ce soit attractif. Donc, il y avait une hypothèse, c'était d'abord la gamification. Est-ce que ça impacte le ressenti ludique d'une personne ? Parce que c'est pas parce que j'ai un jeu, enfin je joue à un jeu vidéo que mon ressenti ludique va être impacté. Enfin, il y avait vraiment d'abord ce questionnement de est-ce que le fait de jouer à un jeu va impacter mon engagement par rapport au ressenti ludique avant de voir l'impact sur la charge mentale. C'est pour ça qu'il y avait une première hypothèse. Est-ce que le ressenti ludique d'une activité provient du design ludique, donc vraiment de la ludification, de la gamification. Dans la charge mentale, ce qui est super intéressant dans ce concept-là, donc vraiment le fait que je vais activer des ressources mentales pour répondre aux exigences d'une activité, c'est qu'il y a différents médiateurs. Par exemple, deux personnes différentes dans une même situation professionnelle ou pour un même jeu auront des charges mentales complètement différentes par rapport à leur âge. Donc, il y a eu aussi des études par rapport aux différences de sexe, par rapport aussi à mon expertise. Donc ça, il y a eu énormément d'études par rapport à un novice et un expert. Leur charge mentale va être complètement différente pour une situation professionnelle donnée ou une situation personnelle. Donc en fait, il y a plein de médiateurs. Donc tout ça, c'est des médiateurs internes à l'individu, l'âge, l'expertise, qui vont influencer sa charge mentale. On se demande si le fait d'être engagé dans un jeu vidéo, par exemple, va augmenter ou diminuer sa charge mentale. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du fait que le ressenti ludique, potentiellement, donc le fait d'être engagé, de considérer ce jeu comme ludique, va impacter la charge mentale. Donc si le ressenti ludique impacte la charge mentale, c'est en la diminuant. Parce que plus je suis engagée dans l'activité, à travers le ressenti ludique, plus ma charge mentale, potentiellement, elle diminue. Sachant que, généralement, dans les jeux vidéo, ça augmente la charge mentale parce que vraiment, on est investi, on active énormément de ressources mentales. Donc du coup, on se dit que le ressenti ludique, donc le design de l'activité, va provoquer un ressenti ludique et donc du coup va diminuer la charge mentale. C'est vraiment dans cet ordre-là, l'hypothèse. Il y avait aussi une autre hypothèse de recherche, c'était le fait que le ressenti ludique ne provient pas du design, ne provient pas vraiment du côté très esthétique d'un jeu, mais plutôt des mécaniques de l'activité. Donc, par exemple, du fait d'avoir plusieurs fonctions cognitives qui sont sollicitées au cours d'un jeu. Par exemple, les fonctions cognitives, c'est vraiment tout ce qui est mémoire de travail, mémoire visio-spatiale, l'attention auditive, etc. On se dit que plus il y a de fonctions cognitives qui sont sollicitées, plus du coup le ressenti ludique sera peut-être un peu plus fort parce que je serai plus stimulée cognitivement. Et on se dit que toujours le ressenti ludique est un médiateur de la charge mentale, donc ça va potentiellement la diminuer, et que la charge mentale sera plus faible. Donc il y avait vraiment ces hypothèses-là à la base de notre recherche avec l'équipe. Pour vérifier ces hypothèses, on a proposé à 20 participants, donc à Nantes, parce que je suis affiliée à l'Université de Nantes. La plupart étaient des cadres supérieurs de l'entreprise OnePoint. Ils venaient également du CHU de Nantes, du LS2N, du coup c'est le laboratoire dont je fais partie, et de l'Université de Nantes. Donc il y avait quand même une population d'études qui était spécifique, donc plutôt des cadres avec donc un master et une trentaine. C'est quand même pas représentatif de la population générale, pas du tout. La plupart du coup avaient des études, avaient un master. Pour les tâches, donc pour vérifier ces hypothèses, on a développé avec l'équipe plusieurs tâches dites cognitives, donc qui vont solliciter des fonctions cognitives vraiment identifiées. Il y avait ce premier jeu qui s'appelle le test de Corsi. Donc c'est souvent les petits jeux, en fait les tâches cognitives c'est des petits jeux un peu pour enfants, donc on a également gamifié, mais par exemple qui vont solliciter la mémoire visio-spatiale. Donc je pointe plusieurs cubes, donc par exemple 5 cubes, et vous devez reproduire la séquence de cubes. Donc là c'est par exemple 2 cubes à pointer, donc ça c'est vraiment le test de base qui s'appelle le Corsi.
Donc, qui est notamment proposé dans tout ce qui est rééducation des fonctions cognitives, ou par exemple pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Ce jeu est proposé pour savoir du coup si les personnes peuvent reproduire cette séquence de cubes et jusqu'à combien. Donc généralement c'est 5-6 cubes, et si par exemple une personne reproduit maximum 3, donc on peut poser un diagnostic. Donc voilà, les tâches cognitives sont utilisées dans divers contextes. Avec l'équipe, on a gamifié ce jeu-là, donc on a proposé un corsi qui cette fois-ci est dans un milieu aquatique. On leur a dit que voilà, votre ami lance un ballon sur plusieurs bouées, vous devez reproduire cette séquence visio-spatiale. Donc on a utilisé des techniques de gamification. Donc, notamment en jouant sur la narration, le fait que c'est votre ami qui lance le ballon, ou alors nous avons joué également sur le côté émotionnel avec les couleurs. Voilà. Donc, on s'est un peu appuyé sur la littérature, mais bon, c'est aussi un peu du bon sens. À partir de plusieurs tâches cognitives aussi, donc, on a développé un autre corsi. Donc vraiment cette même tâche avec le lancer de ballon, qui cette fois-ci, les ballons sont plus unicolores, jaunes, toutes jaunes, mais de différentes couleurs, parce qu'on avait également d'autres tâches cognitives, comme le go-no-go. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, ça sollicite l'inhibition mentale motrice. Par exemple, j'ai envie de prendre ma bouteille d'eau, qui est juste là, mais je m'en empêche. Donc c'est vraiment une fonction cognitive qui me permet d'inhiber ma réponse motrice. Donc vraiment le fait de « ah non, je ne prends pas ». Mais c'est pareil aussi par rapport au verbal, il y a l'inhibition mentale verbale et la maladie, alors, où on dit les insultes, ça m'échappe. Elle est super connue. Il y a des personnes... Oui, merci. Gilles de la Tourette, du coup, c'est un problème d'inhibition mentale, du coup, là, verbale et non pas moteur. Donc là, on a vraiment pris en compte le go-no-go qui sollicite l'inhibition mentale motrice, parce que du coup, les individus doivent lancer le ballon sur les bouées qui s'allumaient, sauf celle qui avait une fleur au cœur de la bouée. Donc en fait, automatiquement, je vais lancer le ballon lorsque les bouées s'allumaient, mais du coup, à un moment, il y a une bouée qui s'allume et il y a une fleur, donc du coup, je dois vraiment retenir cet automatisme-là. À partir aussi de ces tâches, on a vraiment pour vérifier cette hypothèse, parce qu'il y a vraiment ce côté, le fait qu'il y ait des fonctions cognitives, plus j'ai de fonctions cognitives sollicitées, plus peut-être je serai engagée dans la tâche. Donc on a proposé une tâche dite combinée, qui combinait en fait le corsi, donc vraiment le lancer de ballon sur les bouées, et le go-no-go, le fait de vraiment inhiber sa réponse motrice. Donc ça ressemblait à ça. Donc, les personnes devaient retenir la séquence de lancer de ballon, devaient la reproduire, donc reproduire cette séquence-là, et à un moment, il y avait une fleur qui apparaissait. Donc là, par exemple, il y a eu une erreur. La personne, elle lançait le ballon sur une bouée qui avait une fleur. C'était pour vous préciser les différentes tâches du coup qu'on avait proposées aux participants pour vérifier notre hypothèse. Est-ce que la charge mentale est impactée par la gamification? Et si oui, comment? Alors, par rapport aux mesures, parce que dans une recherche, il y a toujours hypothèse, participants, mesures, pour vérifier ces hypothèses opérationnelles. La charge mentale, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut la mesurer de différentes manières, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel ou peu importe le contexte. Par exemple, là, je peux, à la fin de cette petite conférence, vous proposer le Nasatel-X, qui est un questionnaire standardisé, donc qui a été validé par la communauté scientifique à travers plusieurs études expérimentales, qui permet de mesurer la charge mentale à travers 6 questions. Donc la charge mentale, il y a tout ce qui est lié aux exigences de l'activité. Donc les critères de performance, donc les exigences mentales, mais également les exigences physiques. C'est pour ça que la charge mentale, à la base, c'était vraiment dans le milieu professionnel, parce que plus j'ai d'exigences physiques, quand même, par exemple, à porter un certain nombre d'éléments, ça peut impacter aussi ma charge mentale. Donc, les deux concepts sont différents mais sont liés. Il y a aussi les pressurisations temporelles. Si on me dit d'aller très rapidement, ma charge mentale elle va augmenter. Donc il y a tout ce qui est exigence temporelle. Il y a l'effort mental, donc vraiment le fait d'activer mes ressources mentales pour répondre à l'activité.
Il y a aussi les exigences de performance, les performances liées à l'activité, mais aussi les propres exigences de performance qu'un individu va se mettre lui-même. Pour, par exemple, plusieurs élèves, pour un contrôle, par exemple, auront des critères de performance différents. Donc, une personne qui a des critères de performance très élevés, potentiellement sa charge mentale sera également élevée. Et il y a aussi un lien entre charge mentale et émotion, notamment par rapport à la frustration. Donc voilà, ce questionnaire, c'est vraiment celui qui est le plus connu dans la communauté scientifique. Généralement, une personne qui veut mesurer la charge mentale prend le Nasatalix automatiquement, qui existe depuis 1980 et il n'a pas trouvé de questionnaire qui l'a détrôné jusqu'à présent. Il y a aussi un autre questionnaire, le Workload Profile, qui est complémentaire au Nasatalix, où ça sera en fait la mobilisation des ressources attentionnelles que je vais mettre pour répondre à une activité. Par exemple, quels sont le nombre d'attention, enfin, entre guillemets, le degré de mobilisation des ressources attentionnelles visuelles ou verbales. Enfin, tout ça, en fait, tout ce qui est lié au sens va impacter la charge mentale. Donc, c'est un questionnaire aussi standardisé. Pour l'étude, on a également on a également proposé une question sur le ressenti ludique, donc vraiment l'engagement, comment les personnes en fait jugeaient l'activité, si elle était plus ou moins ludique ou pas, et on a mesuré les performances. Au niveau des résultats, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment de comparer donc les différents jeux, donc présentés tout à l'heure, 2 à 2. Donc tout d'abord, on avait eu une version classique de ce jeu très couramment utilisé dans le milieu médical, mais aussi pour les jeux pour enfants, mais vraiment la version noir et blanc. Donc le Corsi classique avec le Corsi ludique ayant des bouées. Donc là, c'est vraiment le résultat du questionnaire, donc le Workload Profile, sur plus le côté sensoriel. On a remarqué du coup que le Corsi, donc avec les bouées jaunes représentées en orange, avait des résultats plus élevés. Donc en fait, il générait plus de charge mentale liée au sens que le Corsi classique. Donc ça, après, on peut expliquer. Enfin, il y a plus de couleurs, il y a plus de côtés, il y a plus d'éléments qui sollicitent l'attention visuelle. Donc ça peut expliquer ce résultat-là. Par contre, on a observé aucune différence significative, en tout cas, entre les performances, donc que je joue au Corsi classique ou ludique, il n'y a aucune différence au niveau des performances. Donc on peut se dire en fait que la gamification, elle n'augmente pas les performances. Ce n'est pas parce qu'un jeu est gamifié que mes performances seront meilleures. Également, il n'y a eu aucun impact sur la charge mentale liée aux exigences de l'activité. Donc, peu importe le design d'une activité, ma charge mentale liée aux exigences de l'activité n'augmentera pas, ne diminuera pas. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que entre le Corsi classique, donc la version vraiment la plus simple, noir et blanc, et le Corsi gamifié, il n'y avait aucune différence en termes de ressenti ludique. On a aussi mesuré la motivation, donc vraiment le côté engagement, que je joue à un jeu qui soit gamifié ou pas, mon engagement sera pareil. Par contre, ma charge mentale, elle va augmenter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a comparé aussi les deux versions gamifiées, donc avec des couleurs plutôt unicolores ou multicolores, et là, on n'avait aucune différence significative. Donc c'est vraiment le fait de passer d'une tâche noir et blanc à une tâche très gamifiée qui va augmenter un type de charge mentale, vraiment liée au sens, mais ça ne va pas du tout augmenter mon engagement. Maintenant, si on avait comparé, vous vous souvenez, la tâche combinée qui combinait donc le Corsi, donc vraiment la séquence de pointage et le fait d'inhiber ma réponse motrice, donc quand il y avait une fleur, à une tâche simple. Donc c'est vraiment des protocoles de trait 2 à 2, mais c'est super intéressant parce qu'en fait on a vu qu'il y avait une différence au niveau des performances. Ce qui était étonnant, c'est que les individus qui réalisaient une activité ayant 2 fonctions cognitives, donc avec plus d'exigences de performance, avaient des performances, donc vraiment des réponses attendues plus élevées qu'une tâche simple qui sollicitait qu'une seule fonction cognitive. Donc là, on se disait peut-être que c'est le côté challenge, en fait, le fait que je sois dans un jeu qui soit challengeant, qui sollicite beaucoup plus mes ressources mentales, je suis plus concentrée et j'ai envie d'y arriver comparé à une tâche qui est plutôt cool, plutôt simple.
Ça aussi, c'est un résultat intéressant. Et par rapport à la charge mentale, donc ah oui, le questionnaire s'appelle Nasatel-X parce que la charge mentale aussi, à la base, c'est énormément mesuré dans le milieu du travail et surtout en aéronautique et dans l'aérospatiale. Et c'est des scientifiques de la NASA qui ont développé ce questionnaire-là à la base pour mesurer la charge mentale des pilotes. Et ensuite de leurs salariés en général. Donc des psychologues, qui ont développé ce questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que la tâche combinée, donc générer une plus grande charge mentale, donc ça après, c'est un peu normal parce qu'il y a plus de fonctions cognitives qui sont sollicitées qu'une tâche simple. Mais il n'y avait pas de différence significative de charge mentale liée au sens. Voilà, donc ça c'était aussi intéressant. Et par rapport au ludique, donc le Corsi combiné au Gonogo, donc une activité qui sollicitait beaucoup plus de fonctions cognitives, donc générait un ressenti ludique beaucoup moins élevé qu'une tâche sollicitant qu'une seule fonction cognitive. Et il n'y avait aucune différence par rapport à la motivation. Alors les conclusions et la discussion, parce qu'on discute un petit peu donc, de nos résultats généralement, c'est vraiment des petites interprétations, mais vraiment la conclusion c'est que le ressenti ludique, donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ne provient pas du design de l'activité, donc de la gamification. J'ai beau gamifier un jeu vidéo, ça ne va pas augmenter le ressenti ludique de l'individu. Ce qui impacte vraiment le ressenti ludique, c'est ce qu'on va demander à faire. Enfin, c'est vraiment les mécanismes de la tâche. Par exemple, un jeu qui est plus ou moins simple, les individus ne seront pas forcément engagés. Ce qu'ils veulent en fait pour l'engagement de l'individu, c'est les mécaniques, le fait que ce soit quand même compliqué, qu'il y ait un challenge. Donc c'est pas forcément le fait de rajouter plein de couleurs, de rajouter une narration qui va augmenter l'engagement d'un individu, d'un joueur. C'est vraiment le côté mécanisme. Donc on peut vraiment être dans une tâche noire et blanche, mais qui soit très stimulante au niveau des ressources mentales, et les individus seront engagés. Ce n'est pas le fait de rajouter des couleurs. Et ça, c'est vraiment un résultat qui nous a surpris, parce que l'hypothèse de départ, c'est OK, on rajoute des couleurs, donc les individus vont trouver ça super beau, chouette à jouer, et donc du coup, ça va augmenter leur ressenti ludique, mais non, c'est vraiment les mécaniques de la tâche. Par contre, plus on va ajouter de mécanique, donc plus on va ajouter de sollicitation mentale aux individus, et plus du coup ça va augmenter la charge mentale. Donc voilà, c'est aussi un juste milieu dans la conception de jeux vidéo. C'est OK d'avoir des techniques de gamification, parce qu'on ne va jamais proposer un jeu vidéo en 2023 en noir et blanc, enfin quoique ça peut être un retour aux sources peut-être, mais du coup vraiment jouer surtout sur les mécaniques qu'on va demander aux individus, aux joueurs, c'est vraiment ça qui va augmenter leur engagement. Et par contre, faire attention à pas non plus être dans cette surcharge mentale, donc vraiment ne pas non plus trop solliciter visuellement l'attention visuelle qui peut impacter la charge mentale, un type de charge mentale liée au sens. Voilà, donc c'était un résultat qu'on a eu avec notre équipe de recherche, qui est dans mon manuscrit de thèse. Si vous voulez le lire, c'est 300 pages. Voilà. C'est comme vous voulez. Sinon, je fais un petit peu de vulgarisation scientifique, notamment sur LinkedIn, où on a notamment avec notre équipe de recherche proposé un jeu vidéo, justement, puisqu'on est vraiment dans tout ce qui est gamification à travers les jeux. Et quel est l'impact sur la charge mentale? Je l'ai présenté sur ce réseau social. Donc voilà, si vous voulez un peu aller plus loin sans lire une thèse scientifique. J'espère que ça a été, que vous n'êtes pas en surcharge mentale, mais dans une zone de confort. Merci beaucoup Lina, merci pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Bravo à vous pour vos travaux, c'est vraiment, vraiment super. Est-ce que vous auriez des questions? On aurait le temps pour une ou deux questions à poser. Pierre? Ah, oui, la lumière est rouge. Oui, je voulais savoir, du coup, les conclusions de vos études, c'est que le data ludique, le ressenti ludique, provient plutôt de la multiplicité des fonctions cognitives impliquées.
Et je me demandais, je ne sais pas si vous voulez travailler sur ça après dans vos recherches, mais du coup, est-ce qu'on a une idée de à quel moment c'est trop ou, C'est vraiment une perspective de recherche, tout à fait, de savoir en fait quelle est la limite des fonctions cognitives en fait qu'on peut proposer et quelle est la bascule, parce que là en fait on a juste comparé une fonction cognitive sollicitée avec deux, donc ça reste plutôt binaire. Mais malgré ça, on voit une différence significative. Maintenant, peut-être le ressenti ludique, si on va ajouter 3 4 fonctions cognitives, là, ça sera l'effet inverse, un peu un U inversé comme ça. Donc oui, c'est complètement une perspective qu'on a avec l'équipe. Carrément. Merci pour votre conférence, du coup. Mais du coup, est-ce que vous pensez que rajouter par exemple des musiques ou augmenter le game feel, donc c'est bon, vous voyez ce que c'est du coup. Mais est-ce que vous pensez qu'améliorer le game feel et rajouter des musiques ou des petits sound effects pourrait quand même, sur la présentation de base, améliorer la motivation des joueurs? Tout à fait. Alors là, du coup, c'est vraiment aussi une autre perspective. Donc, on l'a pas eu avec l'équipe de recherche, mais c'est aussi super intéressant à poser. C'est que la gamification, les différentes techniques de gamification, il y en a énormément. Même le système de récompense, j'en ai parlé juste rapidement au cours de la présentation, ou alors tout ce qui est lié au sens, donc là, la sollicitation auditive avec la musique. C'est vraiment une technique de gamification parmi une centaine de techniques. Là, comme on était vraiment sur une première étude, donc on a vraiment comparé plus la couleur, la narration, mais carrément le fait d'ajouter une autre technique de gamification comme la musique, ce serait ultra pertinent. Maintenant, tu sais, pour avoir aussi une conclusion par rapport à un impact dans la recherche, c'est vraiment on varie une seule variable. Si on varie plusieurs variables et on voit une différence, on ne sait pas quelle variable a eu un impact en fait sur la différence qu'on a entre deux situations. Donc du coup, par exemple, pour la musique, c'est vraiment par exemple deux tâches qui sont exactement similaires, une qui n'a pas de musique et une qui a une musique, et là on compare. Et du coup, on ne peut pas, pour une étude expérimentale, avoir plusieurs variables en fait, qui potentiellement vont impacter, par exemple, la charge mentale, parce qu'on ne saura pas après, à travers nos conclusions, qu'est-ce qui a fait varier. Est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est la couleur, etc. Donc, mais carrément pour une autre perspective. Oui, bien sûr. Je pensais à une autre, justement. Ouais, mais carrément. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas le dire en des termes scientifiques, mais du coup, pour mesurer ces variables-là, est-ce que vous utilisez les technologies d'IRM cérébrale ? Oui, alors du coup, la charge mentale, tout à fait. Il y a 3 grands types de mesures. Donc, il y a les questionnaires que j'ai présentés, le Nasatalix et le WP, c'est très facile à mettre en place. Il y a aussi un deuxième type de mesure de la charge mentale, c'est les performances, en supposant que plus ma charge mentale augmente, plus mes performances diminuent. Et il y a un troisième type de mesure, donc c'est lié aux données physiologiques. La plus couramment utilisée dans la recherche de la charge mentale, c'est plus l'électroencéphalographie. Vous voyez donc un bonnet avec plusieurs électrodes et on mesure donc l'activité électrique du cerveau et on peut interpréter par rapport à la charge mentale. L'IRM aussi, il y a eu des résultats par rapport à la charge mentale, mais c'est une technique tellement lourde à mettre en place où les individus doivent être allongés dans une salle spéciale, etc. Et pour mesurer la charge mentale, c'est souvent une donnée de mesure en parallèle d'un sujet de recherche quand même un peu plus important que vraiment mesurer la charge mentale à travers l'IRM, sachant qu'il y a aussi une contrainte avec l'IRM, c'est que c'est très spatialisé. Enfin, il y a une sensibilité au niveau spatial, contrairement à l'EEG, mais au niveau temporel, il y a vraiment un décalage. Alors que la charge mentale, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir à la milliseconde près. C'est pour ça que l'EEG est beaucoup plus recommandé pour la mesure de la charge mentale, mais tout à fait, vous avez raison, l'IRM est également une des techniques de mesure de la charge mentale. Alors du coup, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ma question, c'est plus sur, alors pour faire vraiment très court et très simple, donc la charge mentale, c'est beaucoup étudié. Aujourd'hui, c'est l'aéronautique, etc., vous l'avez dit. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est
C'est donc pas l'effet de burn-out avec trop de charge mentale, mais l'effet de bore-out avec le pas assez. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'études là-dedans liées à la gamification sur justement le désengagement des ressources, etc. Alors, beaucoup d'études, oui, sur la sous-charge mentale, du coup le bore-out dans le milieu professionnel, ça, il y en a eu plein, surtout dans l'aéronautique et les pilotes, parce qu'ils sont dans des situations de bore-out, surtout avec l'automatisation de leurs tâches de pilotage. Après, par rapport à la gamification, j'en ai pas vu beaucoup. Après, comme j'ai pas fait non plus une revue de la littérature très ciblée sur ça, peut-être que je suis passée à côté, mais en tout cas, couramment dans la littérature scientifique, c'est pas une thématique qui émerge énormément, même en conférence, par exemple, j'en ai pas vu passer énormément, mais c'est une thématique, en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une brèche et qu'il y a tellement à faire que ce serait intéressant.